Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender, une autre fonctionnalité de modélisation, d'édition de mesh. Donc je pense qu'on a bientôt fait le tour de cette première partie. Il reste 2-3 vidéos, je pense, sur des fonctionnalités importantes. Et ensuite, on switchera sur un côté un petit peu plus travaux pratiques, où on modélisera déjà des premiers objets tout simples. Mais je trouve que c'est plus satisfaisant, notamment si vous débutez, que vous commencez l'apprentissage de Blender, de travailler sur des objets concrets plutôt que des sphères, des cubes ou autres. On est obligé de passer par là pour voir individuellement chaque fonctionnalité, pour avoir un socle de connaissances qui est vraiment important. Mais ensuite, on fera de vraies modélisations, donc vous allez voir, ça va être un petit peu plus intéressant. Vous allez voir qu'en fonction de la manière dont vous réfléchissez, de votre philosophie, vous allez vouloir le modéliser différemment. Donc ça, c'est vraiment chouette en 3D pour arriver à un résultat précis. Il n'y a pas qu'une seule manière de travailler, il y a plein de possibilités. Donc ça, c'est vraiment chouette. On verra tout ça, du coup, dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va voir comment insérer des faces sur un maillage. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître pas forcément utile. En fait, vous allez voir que si ça permet vraiment de passer plein d'étapes supplémentaires qui auraient pris beaucoup plus de temps pour arriver à un même résultat, ça permet de modifier votre topologie en fonction de ce que vous voulez modéliser. Vous allez voir que c'est quand même ultra intéressant. Alors comment je vais faire? Je vais passer en mode édition en haut à gauche. Je vais agrandir un petit peu la barre latérale comme d'habitude. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ceci, le Inset Faces. Je ne vais pas utiliser le raccourci visuel. Comme d'habitude, d'abord, raccourci clavier avec un exemple très simple. Et ensuite, on verra les fonctionnalités un petit peu plus avancées. Vous allez voir qu'il y en a un certain nombre. On ne va pas toutes les voir parce qu'il y en a qui ne sont pas basiques. Il faudrait vraiment que je vous montre sur des objets très précis. Mais voilà, sachez qu'elles existent. Si je vais en haut en sélection de face, je clique à l'extérieur de ma sélection pour enlever toute la sélection qui était réalisée au préalable par défaut par Blender. Je vais sélectionner ma face du dessus. Et là, la touche magique pour l'insertion, c'est I. Pas compliqué à retenir. C'est la première lettre de Inset. C'est la première lettre de insertion en français. Même si Inset et insertion, c'est pas forcément une traduction parfaitement linéaire. Vous pouvez le retenir comme ça. I, c'est pour l'insertion d'une face. Donc si j'appuie sur I, voilà ce qui se passe. J'ai des petits pointillés qui apparaissent. J'ai une sorte de scale, donc de changement d'échelle de ma sélection, et en plus j'ai des nouvelles faces qui sont créées. Alors ça peut être assez intéressant, et je vais faire un petit rappel avec un CTRL Z, c'est qu'il y a plein de fonctionnalités dans Blender. Quand vous appuyez sur la touche pour switcher dans cette fonctionnalité, vous avez des petits pointillés qui apparaissent entre le centre de la sélection et votre curseur. Vous voyez, j'ai bien une petite ligne en pointillé. Et cette ligne en pointillé, elle n'est pas anodine parce qu'elle va vous définir le potentiel de déformation de fonctionnalité de ce que vous avez sélectionné. Je m'explique. Si je vais très loin de ma sélection de base, avec mon curseur ici, que j'appuie sur I, vous voyez que là, je peux vraiment faire une insertion jusqu'à l'intérieur de mon objet, voire même faire un split. J'ai vraiment une marge de... pas un flip, pardon, pas un split. J'ai une marge de modification qui est ultra importante. Je ne suis pas bridé par la position de mon curseur. Et même si je dépasse de ma fenêtre, automatiquement, vous voyez, Blender, il me la reprojette à l'infini. Donc ça évite de lâcher la souris et de faire l'option en plusieurs fois. Donc j'ai une sorte de modification infinie qui s'applique. Par contre, je sais que l'insertion, donc ça va venir au fur et à mesure que vous allez pratiquer Blender, je sais que l'insertion ne me demande pas d'éloigner mon curseur de ma sélection, mais de la rapprocher pour avoir une modification. Donc là, il faut être un petit peu prévoyant quand vous allez commencer une insertion, et je vous déconseille à chaque fois de placer votre curseur proche de votre sélection. Sinon, regardez ici, là j'appuie sur I, la ligne en pointillé est beaucoup plus petite, je peux la mettre vers l'extérieur, il ne va rien se passer, mais par contre quand je vais me rapprocher, vous voyez que le potentiel de déformation est tellement minime que je ne vais pas pouvoir faire mon insertion jusqu'au bout. Donc là c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ce qui est à retenir, c'est que la distance entre la sélection et le curseur va définir le potentiel de déformation. Donc si je suis loin, j'ai un fort potentiel, je peux faire les modifications que je veux. Si je suis proche, ce potentiel va très vite être réduit, bridé par la distance. Et du coup, j'ai beau faire ce que je veux sur la position de mon curseur, je ne vais pas pouvoir facilement faire une insertion jusqu'au bout. Alors certains diront, oui, mais du coup on est plus précis quand on est zoomé. Non, pas forcément. Vu que c'est une valeur qui est vraiment définie sur la distance, notamment pour l'insertion. Donc que vous soyez loin ou proche, vous n'aurez pas de modification. Et au contraire, plus vous allez être loin, plus vous allez avoir un potentiel de déformation et donc une précision éventuellement beaucoup plus pointue que si vous étiez proche de la sélection. Donc ça, c'est un petit rappel qui n'a rien à voir à proprement parler avec l'insertion parce que c'est la même chose pour toutes les fonctionnalités, mais je tenais à le rappeler.
Donc les insertions, si j'appuie sur I, on va s'intéresser un petit peu plus maintenant aux fonctionnalités de base et aux fonctionnalités avancées. Alors je vais tout sélectionner, je vais juste dupliquer ce cube pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Par défaut, vous voyez que j'ai une face ici. Si je dis à Blender de faire une insertion, regardez ce qui se passe. J'appuie sur I. J'ai toujours ma face qui est sélectionnée, donc ça on peut considérer que c'est mon ancienne face et qui est présente là. Mais en plus de ça, Blender il va créer ce qu'on appelle des faces intermédiaires et relier ma topologie de manière à ce qu'elle soit continue. C'est-à-dire que si là je sélectionne la nouvelle face, que j'appuie sur G, vous voyez que tout est relié par des points, des arêtes, etc., etc. Donc ce qui était représenté avant par 4 points uniquement et une seule face, maintenant c'est représenté par une face, les 4 anciens points, donc c'est un petit peu comme si j'avais fait un changement d'échelle, et en plus j'ai d'autres points qui sont présents ici, ou là en fonction de la manière dont vous voyez les choses, on peut considérer que ça ce soit les nouveaux points et ça les anciens ou inversement, et en plus Blender a créé des arêtes pour relier tout ça. Donc ça c'est pas mal, parce que ça veut dire que la topologie, elle est vraiment exploitable. C'est pas comme si je prenais ma face, que je la dupliquais, que je la scalais, c'est pas tout à fait la même chose. Donc si je supprime tout ça, là, vous voyez bien que maintenant j'ai un potentiel de déformation beaucoup plus avancé. Je pourrais sélectionner ces 3 faces, faire une extrusion, prendre par exemple cette arête-là, comme ceci, faire un changement en G, Z, et voilà ce que je pourrais avoir ultra rapidement. Donc également une chose intéressante, si j'appuie sur I, vous voyez ça fait des sortes de diagonales. Ça c'est pas anodin, ça va dépendre de votre topologie de base. Blender il va relier avec le chemin le plus court les 2 nouveaux points. Donc là vu qu'il fait une sorte d'échelle homothétique, donc homogène sur les 2 axes, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez quelque chose d'étiré, une sphère ou d'autres éléments, j'aurai potentiellement une topologie qui ne ressemble pas à ça. Par exemple si je prends un cylindre, si je sélectionne ma face du dessus, et que j'appuie sur I, vous voyez qu'il va relier de manière linéaire toutes les faces. Donc j'ai vraiment quelque chose qui donne une continuité à mon maillage avec à chaque fois des choses qui sont bien reliées. Donc ça c'est intéressant. Donc maintenant, si je veux voir un petit peu l'insertion. Si j'avais fait, donc si vous avez bien suivi les vidéos, on a un petit peu l'équivalent, mais qui est beaucoup plus lent. Donc là j'insiste sur le fait que souvent en 3D on a plusieurs possibilités d'obtenir le même résultat. Si je sélectionne ce cube et que je le duplique, hop là. Si je fais une insertion de cette face, je peux obtenir exactement le même résultat avec toutes les fonctionnalités qu'on a vues jusqu'à présent. Comment? Avec une extrusion. Donc je peux sélectionner ma face du dessus, je peux faire une extrusion avec E, échappe pour faire l'extrusion sur elle-même, donc là j'ai une duplication de face, vous voyez, et faire un rescale, et vous voyez que j'ai exactement le même résultat. Mais là ça m'a demandé 2 actions différentes, une extrusion et un changement d'échelle, alors que là, en une seule touche, je peux avoir le même résultat. Donc maintenant, on va s'intéresser aux fonctionnalités un petit peu plus avancées, à toutes les options proposées par le Inset. Au passage, petit aparté également, beaucoup de personnes m'ont demandé en commentaire comment je mets en surbrillance les arêtes avec des sortes d'ombres d'occlusion. C'est quelque chose qu'on peut régler dans les affichages en haut à droite. Petite flèche du shading, je clique sur Cavity, et dans Type, je mets Both. Et là, vous voyez que de suite, on a un visuel qui est beaucoup plus sympa. On ressent plus le volume et la matière dans la 3D, dans les volumes présents de nos mèches, donc ça c'est cool. Je vais supprimer tout ça et je vais rajouter un mesh cube. Point pour centrer. Si j'appuie sur tabulation, que je sélectionne ma face du dessus, que j'appuie sur I, en haut comme d'habitude, on a toutes les options. Donc confirmer avec entrée ou LMB. LMB c'est left mouse button, donc le clic gauche de la souris. On a échappe pour annuler ou RMB, right mouse button, donc ça c'est toujours intéressant de connaître. On a la thickness c'est bien l'épaisseur donc que je vais rajouter à mon insertion. Par défaut on a quelque chose de plus ou moins précis, comme d'habitude si je veux plus de précision, j'appuie sur Shift, donc vous savez que Shift permet d'avoir quelque chose de plus précis. Je peux également rentrer une valeur numérique. Donc là vous voyez qu'on n'est pas en pourcentage, on est vraiment sur une valeur avec une unité de mesure définie par Blender, en l'occurrence le mètre. Donc si je tape à la main 0,33 et que j'appuie sur Entrée, vous voyez que j'ai bien un inset de 33 cm qui a été fait. Donc ça, c'est intéressant. Il n'y a pas plus précis qu'une valeur que vous définissiez vous-même à la main via le pavé numérique, une valeur numérique. Donc ça, c'est intéressant. Donc Shift, c'est pour avoir un changement précis. Et là, on peut se dire, si Blender suit sa logique habituelle des autres outils, on a Control qui permet de faire un déplacement selon un pas. Donc là, je pourrais avoir une thickness qui va de 0,1 à 0,1 par exemple. Eh bien non, le contrôle va changer la depth, donc
la profondeur de mon insertion. Profondeur de l'insertion, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais ça va être une sorte de translation suivant la normale de ma face, en plus de l'insertion. Donc là, si je laisse enfoncer CTRL, cette fois-ci, il faut laisser enfoncer le bouton, et que je déplace, j'ai plus mon insertion qui va réduire ou s'agrandir, mais j'ai une sorte de translation qui va s'effectuer. Je peux lâcher mon CTRL, je peux continuer à changer mon inset, donc ça c'est cool. Si je veux vers l'extérieur, je peux le mettre ici. Donc vous voyez, ça va vraiment permettre d'avoir une modification ultra rapide de mon objet. Et là, vous voyez où je vais en venir. Les ressemblances frappantes avec les extrusions, comme je vous montrais tout à l'heure. Là, je pourrais très bien faire une extrusion vers l'intérieur, un rescale, et j'aurai sensiblement le même résultat. Une fois de plus, deux options, deux chemins pour arriver au même résultat. Donc c'est vraiment comme vous le sentez, en fonction de certains cas de figure, vous allez voir qu'il y a des outils qui sont plus propices à utiliser de manière beaucoup plus judicieuse pour aller plus vite, pour profiter des options. Mais voilà, sachez que ça existe. Et là, l'avantage, c'est que comme d'habitude, tout ceci, c'est des faces qui sont créées individuellement sur mon objet. Donc je pourrais faire sélectionner ces deux faces-là, Alt-E, Individual Faces. Et voilà ce que je pourrais obtenir par exemple comme modélisation ultra rapide avec les insertions. Donc si on continue un petit peu sur les options des insertions, on a une option que je ne vous ai pas montrée, bon, ça ira plus vite de supprimer, que je ne vous ai pas montrée qui est intéressante, c'est sélectionner plusieurs faces. Je peux sélectionner par exemple ces deux faces opposées. Vous allez voir que le choix n'est pas anodin. J'appuie sur I pour faire une insertion. Et là, ça fonctionne. J'ai deux insertions de faces considérées comme individuelles qui a été réalisées. J'insiste bien sur individuel. Pourquoi ce sont des insertions individuelles? Parce que par défaut, mes deux sélections, elles ne sont pas du tout jointes. Vous voyez que rien ne relie cette face-là à celle-ci. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je rajoute, en plus des deux sélections opposées, une troisième? On peut se dire, ça va avoir une sorte de moyenne ou une insertion individuelle, on ne sait pas trop. J'appuie sur I, et regardez ce qu'il fait. Blender il va considérer que toute la sélection est considérée comme une seule face, et du coup, il va faire une insertion qui match aux trois faces. Et là, je pourrais faire par exemple un Alt-E, long normal, savoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc ça, c'est ultra intéressant. C'est très pratique. C'est un petit peu l'équivalent de l'extrusion along normals ou l'extrusion de base présente dans Blender qu'on a déjà vu. Maintenant, on a également possibilité de faire des insertions sur des faces individuelles. Exactement comme si je fais Alt-E, Individual Faces. Là, chaque face, même si elles sont reliées, sont considérées comme indépendantes. Mais j'ai la même chose avec l'insertion. Si j'appuie sur I, en haut, vous voyez, on a une option individuelle avec la touche I. J'ai déjà appuyé sur I, mais ce n'est pas un problème. J'appuie une seconde fois sur I. Et là, vous voyez que je passe en Individual On. Et du coup, j'ai bien une insertion individuelle sur mes trois sélections. Chose qui est faite par défaut si vos sélections ne sont pas jointes. Mais si vous avez des sélections communes sur un enchaînement de faces, par défaut, Blender, il ne le fera pas de manière individuelle. Et ça, c'est ultra cool, parce que du coup, je peux sélectionner ces trois faces, faire ceci, sélectionner ensuite celle-là, faire une extrusion à l'intérieur. Et voilà, je peux très facilement obtenir des formes un petit peu sci-fi, industrielles, très rapidement avec des insertions. Et si j'appuie sur I, vous voyez, deux fois, je peux passer en on et off. Là, vu que mes deux sélections ne sont pas jointes, vous voyez que ça ne change absolument rien. Par contre, si j'ai deux faces qui sont côte à côte, j'appuie sur I, il y a une grande différence entre l'insertion individuelle et l'insertion commune. L'insertion commune peut être également très utile pour ce genre de forme. Vous voyez, je n'aurais pas pu l'obtenir avec une insertion non commune. Donc l'insertion individuelle ne m'aurait pas permis de faire ça. Donc ça, c'est les options de base, on va dire, les plus simples. Et une fois de plus, tout ce qu'on est en train de faire là, je pourrais le faire avec plein d'outils transverses qu'on a déjà vu juste avant. Je vous montrerai un petit exemple en fin de vidéo. J'ai également des insets qu'on va appeler outset parce qu'ils vont se faire à l'extérieur. Alors c'est assez compliqué d'imaginer une insertion qui se fait à l'extérieur, à l'intérieur, on l'imagine assez facilement. J'ai une sélection, donc à l'intérieur par défaut, il faut considérer qu'il va me faire un rescale avec S. Donc là, tous mes points, il va les faire comme ceci pour une insertion à l'intérieur. À l'extérieur, ça va aller où? Est-ce que ça va le faire comme ça? Non, parce qu'il est obligé de suivre la topologie. Donc là, la seule topologie qui est présente sur ces points à l'extérieur, c'est en fait quelque chose qui va aller vers le bas. Donc c'est là. Comment je fais pour faire une inset à l'extérieur, donc appelée outset? On se perd un petit peu dans le vocabulaire. Mais il y a un raccourci clavier qui ne fonctionne pas tout le temps. Donc souvent, on va passer par le raccourci visuel. Si j'appuie sur I,
voyez qu'en haut, j'ai quelque chose qui s'appelle Outset, qui par défaut est désactivé. Si j'appuie sur O, ça permet de changer le mode. Vous voyez que non, l'insertion ne me fait plus à l'intérieur de l'objet, mais elle se fait à l'extérieur. Alors en anglais, on a le inset et le outset. Je ne sais pas la traduction équivalente d'insertion externe. En fait, je ne sais pas s'il y a un mot pour dire ça. Donc en anglais, ça s'appelle un outset. Et voilà ce que ça fait. En fait, ça va me créer... Pardon, j'appuie sur CTRL. Ça va me créer une insertion, mais à l'extérieur de ma sélection. Et ça, c'est également très pratique parce que ça me fait des faces intermédiaires. Alors là, vous voyez peut-être pas l'utilité, mais imaginons si j'ai tout ceci, j'appuie sur I, vous voyez, ça peut me créer très facilement à l'extérieur de mon objet des faces intermédiaires qui vont hériter de la topologie que j'avais là, donc ça peut être très pratique. Donc là, une fois de plus, j'aurais pu faire tout ça avec des insertions à l'intérieur de mon objet, mais la philosophie aurait été vraiment différente. Donc ça, je voulais vous le montrer, on l'utilise quand même un petit peu moins que l'inset de base, mais vous voyez, pour modéliser par exemple rapidement un pot de fleurs ou autre, ça peut être pratique de non pas créer des faces à l'intérieur d'une sélection, mais à l'extérieur de celle-ci. Et tout ceci, ça fait partie des rares fonctionnalités que je trouve plus intuitives en mode raccourci visuel. Si je clique ici sur Inset Faces, je vais pouvoir par exemple sélectionner cette face-là. Là, je peux cliquer, faire une insertion par défaut, donc ça c'est très bien. Et j'ai en haut les options qu'on a vues juste avant, donc notamment le individual. Donc si je sélectionne deux faces, j'ai bien une insertion individuelle. Et également le outset, qui permet de faire une insertion à l'extérieur de ma sélection. Donc là, vous voyez, c'est quand même très pratique pour redécouper mon mesh en me basant sur une sélection de base. Donc pour avoir l'équivalent, ça aurait été beaucoup plus long en termes de modélisation classique, pour avoir vraiment une topologie qui suit ma sélection de base avec une forme comme ceci. Et là, comme d'habitude, j'ai vraiment des faces qui sont présentes, donc je peux faire ce que je veux en termes de modélisation. Donc souvent, ce genre de forme très basique, les gens vont un petit peu galérer à la modéliser, donc n'oubliez pas que le outset permet de faire des choses qui ressemblent à ceci. Donc c'est à peu près tout pour les fonctionnalités de base. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, comme je vous disais, il y a plein de méthodes pour obtenir un même résultat. C'est-à-dire que si je prends un plan, je vais le dupliquer, je vais, hop là, faites pas attention à ce que je fais, c'est pour que ce soit plus simple en termes de visuel. Si je sélectionne cette face, que j'appuie sur I, je suis un outset. Donc appuyez sur O pour enlever l'outset, sinon ça ne va rien faire sur un plan. Si je suis sur I, que je fais ceci, vous voyez que là j'ai un certain potentiel qui permet par exemple d'extruder la face à l'intérieur. Maintenant si je sélectionne celle-ci, je vais utiliser le CTRL R qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente pour faire un loop cut. Comme ça, je vais les écarter avec... je passe en vue dessus. Je vais les écarter avec S. Comme ça, je vais faire exactement la même chose en largeur. Là, vous voyez que j'ai exactement le même potentiel de déformation, donc je pourrais obtenir le même résultat. Par contre, la grosse différence va se faire au niveau de l'extérieur de mon objet. Vous voyez que là, je n'ai pas du tout le même enchaînement de faces, les mêmes formes que ce que j'ai ici. Alors, quel est le mieux? Ça dépend vraiment du cas de figure. Là, l'avantage, c'est que vous avez éventuellement le potentiel pour sélectionner ces faces-là, faire une insertion, et par exemple, faire des pieds pour faire une table, une chaise, ce que vous voulez. Là, si je veux obtenir la même topologie, je ne vais pas pouvoir. Moi, je ne vais pas pouvoir de manière plus simple. J'ai beau essayer de faire une insertion, par défaut, il va garder la forme de base. Donc, je ne vais pas avoir la possibilité. Donc, ce serait beaucoup plus long d'obtenir le même résultat avec des insertions. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué parce qu'en fonction, donc ça va venir avec la pratique, mais en fonction de ce que vous voulez obtenir en termes de résultats, vous allez devoir anticiper la topologie qui est nécessaire sur votre objet afin de faire un choix judicieux de la fonctionnalité pour découper votre maillage. Là, j'ai fait avec une insertion. Je pourrais faire tout avec des extrusions pour obtenir ça. Faire une extrusion, l'annuler, faire un rescale, là, pour avoir exactement, hop là, cette forme-là. Et là, j'avais une duplication de face, pardon. Donc, vous voyez, il y a plein de possibilités pour faire ça. C'est vraiment à vous de choisir, mais ça viendra au fur et à mesure. Donc, en parlant de pratique, je pense que la prochaine fois, on va voir une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le bevel, qui est ultra intéressant, qui permet de rajouter un petit peu comme on pourrait faire avec un inset en fait. Si j'appuie sur I ici, que je le déplace avec CTRL, là on fait une sorte de bevel. Donc vous voyez quand on va venir couper, donc un chanfrein français, on va venir couper les arêtes d'un objet pour avoir un côté un petit peu plus adouci. Et
On a plein de fonctionnalités qui gravitent autour de ça. C'est ultra important parce que ça va nous permettre d'avoir quelque chose qui accroche la lumière un petit peu plus que quelque chose de parfaitement brut qu'on n'a jamais dans la vraie vie. Donc ce sera, je pense, la dernière vidéo sur les fonctionnalités basiques de l'édition. Et ensuite, on fera des petites modélisations juste avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'on a vu sur les vidéos précédentes. Il manque que les bevels. Et après, on peut déjà faire des modélisations de chaises, de tables, un écran d'ordinateur, une télé, un clavier, une souris, des choses assez basiques avec des formes brutes. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très vite pour la suite de la formation.